Salut les amis, merci d'être présents sur Blabla Foot pour ce grand format de dimanche. Alors, bonnes vacances déjà à ceux qui sont déjà sur leur lieu de vacances et bien sûr, bonne route pour ceux qui prennent le chemin. Et bien évidemment, bon courage à ceux qui ne prennent pas de vacances, comme moi. Et il y a de tout. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles technologies de la science et des nouvelles technologies dans le sport, mais plus particulièrement dans le football. On va parler de pas mal de choses. Enfin, j'ai préparé un petit peu le sujet, hein. J'aimerais bien qu'on aborde les histoires d'équipement, les maillots, les technologies d'arbitrage. Bah, bien évidemment, vous allez entendre parler de la VAR, mais aussi de la technologie, comme on appelle ça, le goal line technology, des choses comme ça, mais aussi de la data et de l'analyse des données dans le football et toutes ses conséquences. Et pour le faire aujourd'hui, j'ai deux consultants réguliers. Le premier, il nous vient de Belgique, il est précis dans ses analyses, il est supporter du PSG, il doit être heureux suite à la victoire du PSG de Mbappé d'hier plutôt, sur le 78e trophée des trophées pour le PSG. Je le nomme Alan. Salut Alan, Bonjour Mohamed. comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Je suis très heureux bien sûr. Une Votre belle victoire. 78e trophée des champions? Ah, et c'est le neuvième et c'est un très beau coup franc de André Di Maria qui nous donne la victoire évidemment. Même si on a vu que la technologie aurait été bien utile pour refuser le but de Rennes, qui n'était pas valable, mais bon voilà. On a décidé de ne pas utiliser la technologie sur ce match et je trouve ça très regrettable. Et en plus, c'est en Asie. Pourtant, ils sont comment dire, très au point sur les technologies, en fait, sur ce genre de technologie là-bas. On aurait pu en avoir effectivement le bénéfice pour ce match-là. Le deuxième Oui. chroniqueur du jour, excuse-moi Alan, le deuxième chroniqueur du jour, c'est Boussery. Il nous vient de la région parisienne. Il est régulier, enfin, pas toujours régulier d'ailleurs. Il a souvent pas mal de problèmes de connexion et de captation de notre débat. Aujourd'hui, est-ce que tout va mieux, tout va bien pour toi, Boussery? Salut Boussery. Bonjour, oui, ça va. Et vous? Ouais, ça va, Ouais, apparemment. Vous ouais, m'entendez? ça a l'air d'être pas mal. On entend en écho, mais on a l'impression que tu es dans une pièce close, mais c'est pas grave. D'ailleurs, Ouais, moi, pareil, je suis dans une pièce close aussi dans ma chambre, donc ça marche très bien quand même. Ça va? ouais. Ouais, ça va très bien, merci. Super, super. Alors, les amis, les technologies mises en œuvre dans le football, alors pas que dans le football bien évidemment, mais nous, notre débat aujourd'hui porte bien évidemment sur le football. Je le dis d'avance avant qu'on commence pour nos auditeurs, n'hésitez pas à prendre position, bien évidemment. Je sais que vous nous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux. Par contre, vous êtes toujours très timides pour prendre position. Alors, c'est tout simple, hein. Si vous voulez intervenir dans le débat, vous cliquez sur le gros bouton jaune qui est en face du sujet, deviens consultant, et je me ferai un plaisir de vous faire entrer. Et vous verrez ici, il n'y a pas d'expert, à part Alan, et on a le droit de se tromper sur tout ce qu'on Non, dit. personne n'est expert. Je crois que on a tous un avis sur le sujet et j'attends d'entendre le vôtre. D'accord. Bah, à chaud comme ça, quand on parle de technologie dans le football, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bah, écoute, moi, la première des technologies, hein, c'est très bête, mais c'est le petit bip sur le drapeau de l'arbitre assistant. Oui. C'est très utile parce que bah, moi, j'ai eu l'occasion de l'utiliser à maintes entreprises. C'est vrai que ça permet de communiquer, on va dire, avec l'arbitre central. Par exemple, quand il ne nous a pas dans son champ de vision et qu'il se passe quelque chose dans son dos, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Et puis surtout, ça permet aussi de communiquer de manière différente. C'est-à-dire que, par exemple, Abdetouche, il va appuyer sur le beeper Oui. sans agiter son drapeau, simplement pour interpeller l'arbitre. Ouais. Et puis, en fonction de comment tu as communiqué avant dans le vestiaire, effectivement, le message peut être très bien interprété par l'arbitre Oui. qui peut, à ce moment-là, prendre une telle ou telle décision en fonction du code qui a été convenu avant le match. Ouais, Voilà. t'as complètement raison et c'est drôle que tu m'en parles de celui-là parce que j'ai regardé un petit peu, donc comme aujourd'hui je suis l'arbitre, j'ai regardé un petit peu toutes les technologies mises en œuvre dans le football, mais celle-là, toi, j'y ai même pas pensé, mais oui, t'as raison. Et en plus, c'est une technologie tellement simple à mettre en œuvre que même dans le football amateur, on les a, ça. Tout à fait. Alors, au niveau ligue, hein, je vais dire, à partir du niveau ligue, au niveau district, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas souvent trois arbitres qui sont sur le terrain, c'est souvent un central plus de bénévoles. Oui. Donc, évidemment, avec les drapeaux du club, ce sont des drapeaux qui ne sont pas équipés de cette technologie, bien entendu. Et puis, c'est des arbitres bénévoles, donc c'est toujours un peu délicat. Alors, ça dépend parce que moi, c'est vrai que ça fait, je te parle d'un temps, il y a très longtemps, mais quand je jouais au foot, effectivement, arrivé à un certain niveau où tu avais des matchs en jeu avec donc un arbitre de champ officiel et des arbitres de touche officiels aussi, et je te parle notamment quand j'étais
Ouais, à l'époque, je devais être en moins de 18, 19 ou moins de 20, j'en sais trop rien. Et quand tu avais des matchs en jeu comme ça, notamment les Coupes Gambardella, où dès que tu Bien passes sûr. les premiers tours rapidement, les matchs vraiment en jeu et très officiels. Et on avait déjà, il me semble, des arbitres qui avaient cette technologie, la possibilité d'interpeller l'arbitre de champ avec Oui, un petit bip sur le drapeau. oui, ce sont souvent des arbitres de ligue. C'est-à-dire que quand tu montes, quand tu montes de niveau, quand tu passes des tours de coupe, évidemment, les niveaux des adversaires s'élèvent et le niveau des arbitres également. Ça va de soi. Ouais, bien sûr. Ok, bon, écoute, celui-là, je l'ai pas, je le mets de côté parce que par rapport à tout ce que j'ai relevé, je l'avais pas relevé. Boussery, toi, quand on parle de technologie dans le football, est-ce qu'il te vient quelque chose à l'esprit, quelque chose qui te marque? Ouais, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la goal line technologie. Le, le fait de savoir si le but est rentré ou pas. Euh, Très défaillant d'ailleurs. oui, ouais, mais bon, en fait, c'est la première, oui, il y a ce que tu as dit, mais c'était la première technologie qui a vraiment, je crois, pas changé, mais où il y avait, on était plus sûr, on était sûr que le but était rentré et donc c'était bien en fait. Je Mais pense ce problème, c'est que justement, c'est pas sûr que le ballon soit rentré. Il y a des oui, défaillances, bien sûr, il y a toujours, malheureusement. mais Mais en Ligue des Champions notamment, avec le but de Ronaldo. Il n'était pas rentré, mais qui a été accordé. lequel, celui de Le Ronaldo? but contre l'Atlético Madrid. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, après, bien sûr, après, c'est toujours la même chose. On s'attarde toujours sur les, euh, Les sur les cas buts exceptionnels. et les cas exceptionnels. Après, on oublie tous les cas qu'ils ont réglés. Je veux dire, en fait, la goal line technologie, c'est pas comme la VAR, par exemple. La VAR, oui, il y a des problèmes, tu vois, il y a toujours des problèmes. Et là, c'est vraiment un grand débat. Mais la goal line, s'il reste encore, c'est vrai, des décisions peut-être scandaleuses et injustes, mais ça a quand même permis voilà, de revoir les images Alors, et être. moi, ça m'embête parce que je suis d'accord avec ton point de vue. Simplement, pour moi, la goal line technologie, c'est donner à la machine une prise de décision qui n'est pas toujours correcte, mais c'est Oui, déresponsabiliser l'arbitre. Et ça m'embête. Un peu comme oui, la VAR. Moi, je ne parle pas de la VAR, je parle, oui, la VAR aussi, mais la goal line technologie aussi parce qu'elle est mal programmée. Elle n'est pas programmée forcément par des gens qui connaissent le règlement et qui savent bien programmer leurs outils. Et Alors, ça me pose un gros problème. c'est vrai, vous avez directement enclenché sur les technologies d'arbitrage. La Golden Technology est une des technologies, mais vous savez qu'en fait, il n'y a pas une seule manière de faire la Golden Technology, par exemple. Il y, a- il y en a au moins deux. En fait, il y en a deux qui sont très connus, il y en Oui, a plusieurs même. La première, c'est ce que tout le monde connaît la plupart du temps, c'est avec les caméras. Tu sais, ils placent à peu près 7 caméras enfin, 7 caméras par but, quoi. Et les caméras ne sont pas placées sur les buts. Ils sont placés dans le stade de telle sorte que ça filme exactement les lignes de but. Donc ça, c'est la première installation. Après, il y a une autre manière qui est un peu moins connue, c'est par champ magnétique, en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des câbles sous les buts, sous les buts du gardien de but, quoi, et ils mettent un capteur dans le ballon. Et c'est quand le ballon approche de ces capteurs, approche de ces câbles là sous le but, qu'on peut décider, enfin qu'on peut deviner en tout cas la position du ballon par rapport au terrain et dire s'il y a but ou pas but. ouais. ouais, bah, Moi, ça a l'air, ouais, c'est très ouais, ça a l'air, imprécis pour moi. oui, mais bon, il n'y aura jamais de précision ultime, mais ça a l'air d'être bien, en fait. Mais je crois qu'ils Je avaient pris la parle, décision quand il y avait un but, je crois que c'était l'Angleterre qui avait marqué un but à l'Allemagne, il Oui, me semble. oui, Je crois qu'il y avait le but et c'était une transversale ouais, rentrante. 2006, ouais, Ouais, en fait, le ballon tape la transversale et rentre, après retape la transversale et sort, en fait. oui. Il était rentré, moi, je crois, d'un mètre et l'arbitre ne l'avait pas vu ou n'avait pas envie de le voir, je sais pas. Et après, il y a eu, et je crois que c'était un but important parce que je crois qu'il revenait à 2-2 ou quelque chose comme Oui, ça. Et finalement, ils ont perdu 4-1 et comme ils ont du poids, finalement, ils ont mis ce règlement après. Bon, je sais pas. c'est un bon exemple parce que, excuse-moi Alan, mais c'est vrai que c'est un bon exemple parce que quand tu vas sur le site de la FIFA pour justement promouvoir un petit peu les technologies comme la Goal Line Technology, ils prennent pour exemple exactement le but dont tu viens de parler, Boussery. C'était le but en 2006 entre l'Allemagne et l'Angleterre. Effectivement, Neuer il se fait lever. À un moment donné, le ballon tape derrière la ligne, après rebondit sur la barre transversale et repart. Effectivement, à vitesse réelle, l'arbitre n'avait pas vu. Mais avec la goal line technologie, alors celle avec les caméras ou celle avec les champs magnétiques, je ne sais pas, la FIFA dit effectivement, on est capable de dire, à ce moment-là, il y a vraiment but. Chose mais que n'a pas vu le gardien.
l'arbitre. Le problème, Mohamed, reste toujours la même question. Est-ce que c'est mieux de ne pas accorder un but valable ou d'accorder un but qui n'est pas valable? C'est toujours la question, c'est qu'on a l'impression qu'on a résolu des problèmes avec la goal line technology, alors qu'en fait, on a simplement éliminé certaines injustices pour en créer d'autres. Et c'est pour ça que j'estime que cette technologie-là, et je prends l'exemple du but de Ronaldo, où clairement le ballon, on voit très bien que la reproduction 3D de cette goal line technologie est assez mauvaise parce que la ligne de but, elle est sur le plan 3D devant les poteaux du but. Elle n'est pas alignée avec les poteaux. Or, si cette ligne avait été alignée avec les poteaux, clairement, le ballon ne rentre pas. Et il n'y a même pas besoin de goal line technology pour le voir. On le voit à la caméra que le ballon n'est pas rentré parce qu'il ne dépasse pas les poteaux complètement. Et ça m'embête parce que quelque part, on a l'impression qu'on a résolu des problèmes alors qu'en fait, on en crée d'autres. Ben, je sens qu'on dirait à peu près la même conclusion de la VAR, mais j'en suis sûr. quasiment sûr. Mais bien sûr. Oui, Ça va être la même mais là où tu es dur, c'est que les cas là, c'est qu'avant il y a les buts qui étaient rentrés, qui étaient pas accordés. Il y avait, je vais pas dire qu'il y en avait des millions, mais il y en avait quand même beaucoup. C'était quand même vraiment flagrant. Mais là, quand tu dis que le but de Ronaldo, oui, peut-être qu'il n'est pas rentré, mais quand tu recherches un autre cas de scandale, en fait, tu t'en trouves pas beaucoup. En fait, c'est vraiment, ça s'est Alors, un peu réduit. Alors que la VAR, c'est tout le temps que ça c'est vraiment, alors, ça a ajouté des problèmes parce que c'est tout le temps la VAR. C'est ça le problème. mais la VAR, le problème, c'est pas la VAR en elle-même, c'est la compétence. Oui, La non, compétence, la prise de décision. ouais, mais Parce c'est qu'à un moment donné, c'est le mec là quand il regarde et qu'il voit par exemple le but de Ronaldo, il le voit qu'il n'est pas rentré, mais il l'accorde quand même. Donc c'est aussi la compétence. Mais bon, il y non, a parce que la goal line technologie, c'est pas un mec qui décide, c'est une technologie qui décide. C'est le mec qui l'a programmé ouais, qui c'est fait, vrai. qui fait la VAR. Tu vois ce que je veux dire? La Ouais, VAR, c'est une décision humaine. Ça reste finalement une décision humaine. Après, la VAR, c'est un problème de aussi, est-ce qu'un arbitre a été un joueur de foot? Parce que ça, on ne s'est jamais posé la question. Est-ce que cet arbitre a été joueur de foot? Est-ce qu'il comprend l'aspect humain? Est-ce qu'il peut comprendre ça aussi? Est-ce qu'il y a le côté psychologique? Quand tu fais une main involontaire, je suis désolé, tu ne peux pas donner penalty. C'est pas possible. Si tu n'as jamais été joueur de ta vie, si tu donnes penalty. non, Tu vois? ça, je suis pas d'accord. C'est selon les règlements, hein, parce que les règlements, ils ont changé aussi. À un moment donné, voilà. Donc maintenant, je crois que le règlement, c'est que quand il y a une main dans la surface, c'est penalty. Il va pas se Tu dire, crois? euh, il C'est va pas pas. la réalité. Non, mais sauf s'il a les mains le long du corps. Mais si les bras sont un peu décollés du corps et que ça tape sa main, qu'elle soit involontaire ou pas, j'ai l'impression que maintenant, c'est Non, penalty ça. non, Mais ce si, n'est pas. Tu as raison à moitié. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement ça. Ça prend la notion de distance par rapport au ballon. C'est-à-dire que si tu n'as pas le temps de retirer ta main, eh ben, ce n'est pas penalty. ah Encore une oui, fois, il y a toujours oui, l'aspect. oui, En, effectivement. en fait, Ouais. pour le dire comme ça, tu as l'aspect volontaire de la main et tu as aussi l'aspect intention intention de volonté. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu veux faire croire que c'est involontaire alors qu'en fait, dans ton esprit, tu sais très bien ce que tu as fait et tu sais très bien que tu as laissé ta main en voulant faire croire que c'est involontaire. Essayer de tricher, quoi. Et c'est Ouais. cette notion-là que la FIFA a essayé de clarifier dans le règlement. C'est-à-dire que tu as la notion de distance par rapport au ballon qui est pris en compte, quoi. C'est-à-dire qu'on estime qu'un joueur, il a le temps de retirer sa main sous certaines conditions. Voilà, c'est un peu comme ça le règlement qui a été écrit. Ouais. Mais ça reste pas encore très Mais tu clair. vois là, comment t'expliques le règlement? C'est déjà compliqué. C'est compliqué là ce que tu as dit en fait. C'est un peu compliqué. Il faut avoir été joueur. Imagine un arbitre là, il arbitre, mais même s'il a été joueur, moi je comprends pas cette notion. Et même s'il avait été joueur, il faudrait qu'il sache que la main elle est pas intentionnelle, alors que le mec il a voulu faire exprès, mais il fait semblant de dire qu'il n'a pas fait exprès. Mais Ça fait quelque beaucoup de part, si. non, mais en fait, il faut avoir été un joueur vicieux. Tu vois, Ouais, un joueur qui pense tricher. Pas un joueur honnête. Un joueur honnête, il ne peut pas être arbitre parce qu'il ne sait pas ce que c'est que tricher, tu vois. C'est ce que je veux dire. mais c'est Pour qui qui moi, il doit. faut, En fait, il faut avoir été un joueur vicieux, quoi. tu veux que les Donc arbitres. tu veux dire, Monsieur Colonna était un joueur vicieux. Bah, Je pense que ouais. ouais, mais là aujourd'hui, tu veux que qui arbitre en fait? Parce que Colonna, bon, c'était à l'époque. Mais là aujourd'hui, un joueur vicieux, là, tu voudrais que, je sais pas moi, Ben, je vais te le dire très simplement. Je voudrais qu'il y ait plus de joueurs à la retraite qui deviennent arbitres. vas-y, qui?
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai Je que voudrais que plus de joueurs à la retraite deviennent arbitres, on s'en fout, Par plus exemple, des joueurs moyens ou des joueurs lambda, mais par des exemple, joueurs professionnels, par exemple. par exemple, Luis Suarez, ce sera un bon arbitre, parce que lui, il n'y a pas de vicieux, Ah oui. par arbitre, lui. Ah, il y en a d'autres, mais il y a un mec comme Balmont, il ferait un très bon arbitre, en fait. Ouais, pourquoi? Parce que lui, il est piètre joueur, hein, d'ailleurs. Non, bah oui, mais il ferait quand même un très bon arbitre parce que c'est un vicieux. Ouais, mm. c'est vrai. Et il connaît le comportement des joueurs vicieux. Donc voilà, je le dis parce que voilà, quelque part, j'ai appris aussi à être un peu vicieux après avoir été arbitre. Mais bon. Ah ouais, toi, t'as fait le contraire, le cheminement Ouais, inverse, en fait. ouais. J'ai vu des Espèce joueurs de beaucoup, joueur vicieux. j'ai vu des joueurs beaucoup plus forts que moi faire des choses assez difficiles. Ouais. Mais bon, on vit un peu du débat, mais c'est vrai que pour revenir à la VAR, c'est vrai que les décisions sont prises déjà parce qu'il y a des ralentis. On devrait revoir l'action en vitesse réelle, déjà, par exemple. Mm. Mais revenons-en à notre sujet, du coup. Ok, ok. Ah, du coup, je vais vous orienter. Et justement, parlons un petit peu, sortons un petit peu du terrain, prenons un peu de hauteur, juste pour en revenir un petit peu sur les équipements, parce que quand on parle de technologie aujourd'hui, bien évidemment, on cherche la performance à tous les niveaux. On cherche la performance aussi grâce aux outils qu'on nous donne, c'est-à-dire finalement les équipements, que ce soit des chaussures, des maillots ou chaussettes ou protège tibias, j'en sais à peu près rien. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui sont positionnées là-dessus pour offrir justement des avantages concurrentiels aux différents joueurs et équipes qui existent. Et notamment, vous connaissez bien, hein, par exemple, la marque Nike, qui fabrique les maillots pour pas mal d'équipementiers. Mais aussi, il y a aujourd'hui des sociétés qui offrent vous savez, des sortes de capteurs dans les chaussettes, par exemple, ou même les chaussures, pour pouvoir justement capter un petit peu la course des joueurs, l'analyser, le toucher de balle, carrément. Je pense à une marque que j'ai vue tout à l'heure, là, qui s'appelle Goal Time. Goal Time, je crois, ouais, c'est Goal Time Football, qui offre ces genres d'outils aux acteurs du football, avec tout un tas de possibilités pour donner des informations en temps réel aux éducateurs et aux entraîneurs, avec des rapports des séances, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Est-ce que vous y croyez à ça, finalement? Ouais, moi, je crois que ça va un peu dans l'excès, là, tout ça. Je vois pas, je sais pas à quoi vraiment ça sert. Mais tu parles dans le foot, on est d'accord. Dans le foot, ouais, pour l'instant, ouais. Non, je croyais que, ouais, c'est peut-être pour mesurer, je sais pas, les kilomètres parcourus, tout ça, tous les trucs comme ça, mais après, ça change rien à la performance, en fait. Si, en fait, même si on peut donner tous les statistiques qu'on veut, je veux dire, on voit si un joueur, si on est un connaisseur du foot, on voit même à l'œil nu si un joueur, il a fait un bon match de football ou un mauvais match de football, même si t'as pas toutes ces données statistiques qui te donnent, justement. Donc, Ouais, mais c'est pas que pour les matchs de foot. On est en train de dire là des outils en fait d'aide pour les entraîneurs et les éducateurs. Ça peut être du coup pendant les entraînements par exemple. ah oui, d'accord. Donc, ouais, ouais. Ah oui, donc c'est pas que pour les matchs de foot, c'est pour les entraînements quand ils s'entraînent avant le match, ouais. Ouais, bah, ça peut être intéressant, mais après, faut savoir bien l'utiliser. Parce qu'en fait, une information est, quelle que soit l'information que tu as, en fait, il faut savoir bien l'utiliser, hein. Peut-être qu'il y a un entraîneur, je sais pas moi, Turel, là, le mec du PSG, peut-être que lui, c'est pas un spécialiste de ça. Ça l'intéresse pas, donc lui, il fait au feeling, il a sa méthode, et après, il y en a d'autres qui veulent beaucoup de statistiques et faire en sorte. Mais justement, justement, alors Alan, Oui. on peut en prendre ton avis aussi là-dessus. C'est que justement, à supposer qu'aujourd'hui on ait tout un tas d'outils qui donnent des informations en temps réel aux entraîneurs et aux managers, est-ce que finalement le rôle justement de l'entraîneur n'est pas quelque part bousculé? Dans le sens où comment est-ce que tu pourrais faire la distinction, à Bah, supposer que ça soit hyper généralisé, comment est-ce que tu pourrais faire la distinction entre deux bons entraîneurs qui ont finalement que des outils d'aide à la décision sur les joueurs, la tactique, enfin, des choses comme ça? ouais, bon après, tu sais, la technologie, juste pour répondre à Boussery, c'est aussi, par exemple, quand tu as une saison à 60 matchs, la technologie peut-être, notamment ce que tu évoquais, Mohamed, elle peut te permettre de te rendre compte que tu as un joueur qui est un peu moins bien ces derniers temps et qu'il va falloir le faire tourner, par exemple. Alors, Ouais, c'est évidemment que vrai, tu ouais. peux le voir à l'œil nu. Évidemment que tu peux le voir à l'œil nu. Sauf que quand tu joues dans un club comme le PSG où tu surclasses tes adversaires, bah, tu ne Mhm. vois pas forcément ces différences-là. Oui. Voilà. Après, du coup, j'ai perdu le sujet de ta question là, Mohamed.
Non, la question c'était tout simple. Si à Entraîneur. supposer que ce soit généralisé justement l'analyse des datas pour les entraîneurs, comment est-ce qu'on fait la distinction et pour peu que vraiment ça soit des choses efficaces, hein, comment est-ce qu'on fait la distinction du coup entre un bon et un mauvais entraîneur? Puisque finalement, aujourd'hui, tu as des tablettes qui te font des rapports de séances d'entraînement, qui te font des rapports sur effectivement individualisé par joueur, par exemple. C'est possible, non? Ça peut être par séance d'entraînement, mais ça peut aussi par match et ça peut être même sur une saison. Donc effectivement, quelque part, une fois que tu as toutes ces données-là, à quel moment est-ce que l'entraîneur a encore de la valeur? Ouais, très bonne question. Après, je vais revenir sur ce que disait Didier Tolo dans le Café Crème, donc l'émission que je recommande à tous nos auditeurs, bien Ouais. évidemment, mais parce que c'est très instructif. Hein. Didier Tolo, il disait que c'est pas seulement entraîneur déjà, c'est une équipe. Donc c'est un préparateur physique, c'est un entraîneur adjoint, c'est une équipe. Donc je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un entraîneur qui fait une différence par rapport à un autre. C'est un groupe de gens, un staff qui prend finalement des décisions par rapport à, effectivement, peut-être par rapport à des datas, peut-être par rapport à d'autres informations qui pourraient être autre chose que des datas électroniques. Mais je ne sais pas comment. Moi, je pense que finalement, un bon entraîneur, c'est plus dans la gestion humaine, finalement, parce que sur le plan tactique, technique, il y a beaucoup de data qui sont à disposition et c'est peut-être plus facile aujourd'hui de prendre telle ou telle décision. Mais finalement, un bon entraîneur, ça va être dans la manière d'utiliser chacun de ses joueurs, d'optimiser, si tu Ouais. veux, un petit peu ça, quoi. Et puis on n'est Ouais. pas sûr que tous les entraîneurs les utilisent la data. Les amis, je vais avant. Bah tiens, il y a Fafa qui a pris position. Je vais le faire rentrer et je vais lui poser la question tout simplement. Bah, est-ce que selon lui, finalement, toutes ces datas là donnent-ils finalement un vrai avantage par rapport à ses adversaires si on les met en œuvre en Ouais. tant qu'entraîneur, par exemple comme Turel. Bon, Fafa, si tu m'entends, je te fais entrer et on va te poser la question dès que tu arrives. Dès que tu arrives, tu nous fais un petit coucou. Après, tu as, le côté vicieux aussi. C'est-à-dire que c'est aussi les journalistes qui peuvent utiliser ces datas-là pour dire si un entraîneur est bon ou pas. C'est-à-dire, Ouais. Ben, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu vois qu'il n'y a pas suffisamment de mouvement, pas suffisamment de combinaisons sur les datas, oui. parce que tes datas, parfois, tu es surpris par certaines informations, parfois non, ben, ça peut te permettre de dire, bah voilà, ces statistiques-là reviennent régulièrement avec tel entraîneur, il n'y a pas de progrès. Tu vois. D'accord. Ok. Salut Fafa. Salut, bonjour à tous. Ça Perd va? l'authenticité. Ça va et vous? Ouais, tu passes un bon dimanche? Ouais, tout va bien, un peu chaud, mais ça va. Ça va. Oh, ah, bah, je sais pas si tu es sur la région parisienne, mais il fait pas super chaud aujourd'hui. Bah, disons que ça c'est un peu. Si, aujourd'hui il faisait un peu chaud, mais là ça commence à se rafraîchir, ça va. On Ah, retrouve un c'est peu vrai d'air que j'ai frais pas là. mis le nez dehors. J'ai pas mis le nez dehors, Ah, donc je peux pas te dire. si, j'ai fait. Mais là ça va mieux, là. Ça va beaucoup mieux. Allez, rentrons dans le vif du sujet, Fafa. Ouais. Selon toi, est-ce que avoir tout, on parle des entraîneurs, là, on va aborder d'autres sujets, mais Mhm. l'entraîneur qui a toutes ces données en main aujourd'hui, est-ce que ça lui donne vraiment un avantage par rapport à son adversaire ou ses adversaires potentiels? Non. Non. Juste petit aparté, le but de Lampard c'était en 2010 contre l'Allemagne. Oui. Et la goal line technologie, certes c'est de la technologie, mais les mecs dans le camion peuvent modifier le visuel à l'image. Voilà. J'ai un pote qui travaille dedans Oui. et ils le disent. Ah Voilà, oui, c'était alors juste. ça, Fafa, je te jure, j'aime trop ton intervention parce Ouais. qu'on est autour du pot et j'ai pas osé leur dire. Mais sincèrement, moi-même, effectivement, étant un petit peu plus ou moins dans la technologie, je me dis, effectivement, là, tu vois, quand tu vas balancer à certaines personnes, ils vont dire, ouais, mais là, tu es dans la théorie du complot. Mais Non, pas du oui, tout. comme au tennis, toute technologie peut modifier les données qu'on donne à voir Oui, aux oui, à gens. l'image, c'est possible. Enfin, j'ai un ami qui travaille dedans, il le dit clairement. Il dit si, certes, il y a la réponse officielle de la technologie, mais si toi, à l'écran, tu veux dire que le ballon est rentré par rentré, t'as le droit. Mais bon, voilà. Après, ça, c'est autre chose. Si tu reçois si tu reçois un coup de Non, téléphone et qu'il te dit, bien sûr. bon, là, tu le fais. Non, c'est une Mais, très très bonne information parce qu'il y a une polémique justement de trucage avec une société allemande, je crois, en Ligue 1. Et justement, ça fait polémique et la société a été révoquée. Mais oui, clairement, ouais. on dit théorie du complot, mais il y a des éléments et des articles qui en parlent justement de cela. Et merci, Et, merci beaucoup pour cette information, Fafa, parce que tu me voilà. rassures, parce que j'ai pas osé le dire, pour ne pas qu'on me taxe de Non, complotiste ou quoi que ce soit. Et il y a des auditeurs qui nous écoutent, donc je suis rassuré que je ne suis pas seul à penser comme ça. pas du tout, pas du tout. Bah, avec plaisir. Et du coup, pour en venir à la question que tu m'as posée, bah, ouais, non, je trouve que justement, il y a trop de stats, il y a trop de data dans le foot. On est noyé sous l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'analyse par la forme que l'analyse de fond.
il y a des mecs qui ont fait des grandes carrières en étant pas à fond à l'entraînement. Donc après, si les coachs avaient toute cette technologie à l'époque, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient pas fait jouer les gars ou ils les auraient fait jouer. Enfin, je veux dire, même comme, je sais pas, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Cannavaro en 2010. Voilà, tout le monde disait, il s'entraînait pas le mec. Il fait une énorme Coupe du Monde. Ronaldinho à l'entraînement, je suis pas sûr que ce soit le mec le plus à fond. Et pourtant, et voilà, qu'est-ce qu'ils en auraient fait toute cette data? Après Cannavaro, on sait aussi qu'il prenait des produits et ça, on ne reviendra pas dessus. Ouais, c'est pas le seul. Mais ça n'empêche que peut-être que il n'aurait pas besoin de faire ça. Voilà. Ouais, Zidane aussi, il a pris des produits en italien. Je crois que l'équipe de France en 98, il y en a beaucoup qui jouent en Italie. Enfin, ça, c'est un autre débat. Non, j'aime pas. En fait, j'aime pas le big data et toutes les stats, que ce soit les coachs qui utilisent la stat ou c'est. Voilà, aujourd'hui, l'analyse des joueurs, l'analyse des matchs, tout tourne autour ou du résultat ou de la stat. Et du coup, la stat, elle peut pas donner la réelle implication d'un joueur dans son équipe. Et voilà, en gros, c'est ça que je reproche. Mais aujourd'hui, il y a des grands analystes, des analystes de match qui disent oui, tant de passes, tant de buts, tant de machin, truc chouette, mais ça vaut plus rien. Et en fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu peux prendre l'exemple de certains joueurs qui changent de club, qui ont des stats qui sont meilleurs dans leur nouveau club, mais qui sont critiqués comme tout. Je prends un exemple, Levin Kurzawa, il a des meilleurs stats qu'à Monaco, et pourtant il se fait déglinguer parce qu'il y a aussi la philosophie de jeu qui rentre en compte. Il y a le contexte du match. Et donc, du coup, ça module les chiffres et il faut vraiment tout recontextualiser. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est que les datas, ça tue un petit peu l'authenticité de ce sport. Je suis d'accord. Moi, je suis surtout aujourd'hui, c'est vrai que les stats pour un attaquant, ça compte. Mais voilà, je suis obligé de démonter Cavani. Moi, je sais qu'il y en a qui l'aiment ici, mais non, je suis obligé de le démonter, Cavani. Mais non, tu peux pas venir pour nous dire ça un dimanche. Si, justement, je viens mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Non. Cavani, c'est un super attaquant, intouchable au PSG. Il est impliqué humainement, il est bon, il a le bon état d'esprit et il marque. Oui, en Ligue 1 Conforama, mais c'est pas grave. Non, mais même en Ligue des Champions, mais le problème, c'est même pas une question de marquer. Non, mais papa, je vais aller dans ton sens. Moi, tu sais bien que je suis un fan du PSG, je suis les joueurs, mais le club, c'est toujours au-dessus de tout. D'accord ? Aujourd'hui, quand bien même il est marqué des buts en Ligue des Champions, on voit on est dans une autre philosophie. Le club est en train de changer de son style de jeu avec Mbappé, Neymar, ça va plus vite, même si Neymar est encore venu, mais il y a Mbappé, Di Maria, ça va vite. Et j'ai l'impression depuis quelques temps que peut-être Cavani, ils se font moins dans ce collectif-là, tu vois. Mais voilà, ça retire en rien que c'est un grand joueur, ça retire en rien que c'est un grand attaquant. Mais peut-être que sa place n'est plus à Paris, peut-être qu'il doit changer de club ou peut-être pas. Je ne sais pas te dire, mais en tout cas, il ne faut pas dire, et même Mohamed, il ne faut pas dire, voilà, Cavani est mauvais ou Cavani est très fort. Non, il n'est pas mauvais. Est-ce qu'il rentre dans ce collectif-là ? Moi, je pense que ce profil n'a plus rien à faire n'a plus sa place dans le foot d'aujourd'hui. Voilà. Dans le foot d'aujourd'hui, carrément. Non, tu vas trop loin. Ok. Qu'est-ce qu'on demande à un neuf aujourd'hui ? Le problème, c'est de marquer. Mais non, mais le problème, Fafa, c'est de se dire qu'on a forcément un seul type de neuf à qui on demande des choses. Il y a plein d'équipes qui ont gagné avec des champions avec des neufs différents. Oui, mais à une autre époque. Mais même maintenant, Giroud. Oui, mais moi je l'ai dit, Giroud est meilleur que Cavani. Mais Giroud, oui, je sais. Mais non, non, mais attendez, vous rêvez, mais Giroud est meilleur que Cavani. Non. Giroud, tout son rôle de pivot, Cavani ne saura jamais le faire. Giroud, c'est réellement remisé. Cavani ne sait pas remiser. Oui, sauf que Giroud, il sait faire plein de choses. Il sait pas faire plein de choses que Cavani sait faire et vice versa. Mais comme quoi ? Oui, mais d'accord. Mais le fait est, c'est que Giroud est meilleur buteur de l'Europa League l'année dernière et il joue que cette compétition. Ça veut rien dire. Fallait regarder les matchs peut-être. Non, mais c'est peut-être l'un des meilleurs pivots au monde. Giroud, je l'aime pas. Ça me coûte de le dire. Giroud, je l'aime pas. Il est d'ailleurs aussi meilleur buteur de la Coupe du Monde. Rappelons-nous, avec 0 but. Ouais. Mais avec tous les décalages qu'il fait, le mec. Mais Giroud, c'est un mec hyper utile. Moi, je m'en fous que le mec, il ait des super stats de buteur. Tu vois, Fafa, pour rester dans le sujet, moi, je m'en fous. Il y a quelque chose que fait Cavani qui n'est pas visé par les stats. C'est ses appels et contre-appels.
c'est peut-être un des Bien meilleurs à sûr. ce niveau-là, au monde. Oui, oui, c'est vrai, c'est le le mec meilleur. qui Ouais, pèse c'est sur le vrai. jeu, non pas en faisant le jeu comme un Neymar, mais dans ses appels, Sans ses ballon. décalages, ses Bien contre-appels sûr. et compagnie. Et ça, les stats ne peuvent pas les remontrer. Et donc, je Exactement. comprends que tu n'aimes pas Cavani, mais Cavani, il pèse sur le jeu, rien que sur ça, ce que je viens de te dire. Bah non. Non, il pèse pas sur le Je suis jeu. pas d'accord, hein. Oui, d'accord, mais il pèse pas sur le jeu. Mais Écoute, si vous voulez, il pèse à fond. Mais il je vais pèse te pas dire sur le une jeu, chose. Cavani. Cavani, il finit toujours dans la poche des grands défenseurs quand Eh Paris ben, doit faire quelque chose. je ne Mais suis pas Non, d'accord parce le- que je pense que si reg- je Cavani suis avait pas été là d'accord non contre la plus. France, déjà, si Cavani avait été là contre l'équipe de France, ça aurait été un autre match. Ouais. bah, regardez le jeu du PSG. Paris ne peut pas jouer dans l'axe. Ils sont toujours obligés de passer sur les côtés parce que tu peux pas combiner avec Cavani et tu peux pas t'en servir Mais tu peux pas t'en servir Mais en tant que remiseur. Tu c'est peux pas peut-être jouer juste dans le, l'axe avec Cavani. c'est C'est le pas jeu du possible. PSG qui veut ça. Mais Cavani, il jouerait très bien à Naples, il jouerait très bien dans d'autres clubs qui sont plus défensifs et plus sur le compte. Parce qu'il a ce profil-là, peut-être, par exemple. D'accord. Mhm. Mais et tout ça nous éloigne du sujet, c'est vrai. Mais ouais. c'est un Ah non, bon on est en point. plein dedans parce que Cavani, on est toujours en train de dire c'est le Mais meilleur bien buteur sûr, du PSG et bien il a sûr, des super stats. bien Mais sûr. on se concentre que sur ses stats Alors, bonnes, c'est ce que je te disais, mais c'est pas ça. le fond Mais pas le fond de la palette du mec. Mais c'est ce que je te disais, et c'est ce que je disais au début, c'est que maintenant tout le monde se base sur des statistiques pour juger de la qualité d'un joueur. Je le disais au Bien début, et sûr. qu'au final, on perd l'authenticité de ce foot-là. C'est-à-dire juste Ouais. le feeling qu'on a d'un joueur dans un système. Ouais, le feeling. Alors, du coup, vous vous posez peut-être la question d'où vient tout ça. Quelque part, souvent, on est attentif ou plutôt observateur de ce qui se passe aux États-Unis. Et Ouais, oui, je voilà, Bien c'est sais. ça. sûr, bien En- sûr. Ouais, bah oui, bah ouais, on sait qu'aux États-Unis, le sport US, comme on aime l'appeler, ils sont friands de statistiques. Mais par contre, même eux, en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. J'imagine que vous connaissez un petit peu le film avec Brad Pitt qui s'appelle Le Stratège. Ouais. Vous avez dû le voir. Mm. Mais juste pour le rappeler un petit peu pour nos auditeurs, effectivement, ça vient d'un livre qui a été écrit par un certain Michael Lewis, je crois, sur une histoire vraie. Le livre d'ailleurs s'appelle The Art of Winning an Unfair Game, et sur une histoire vraie d'un mec qui s'appelait Billy Bean dans les années 60, qui est un manager en fait d'une équipe de baseball de l'Athletic d'Oakland, je crois, et qui lui, pour le coup, avait un budget beaucoup moindre que les grosses écuries de la ligue américaine de baseball. Et à un moment donné, il a fait appel tout simplement et c'est une histoire vraie, hein, il a fait appel à à un mec qui est un statisticien, enfin je sais pas si c'était un informaticien ou un statisticien, plutôt statisticien à l'époque quand même, pour l'aider justement à identifier justement les joueurs qui ont des capacités qui ne seraient pas visibles à l'œil nu, comme tu disais, Alan, tout à l'heure. Et ils ont mis tout un stratagème en place où ils ont réussi à constituer une équipe à partir de données statistiques passées, des joueurs finalement qu'on pourrait mettre à la poubelle parce que justement visuellement ça ne transpire pas leurs propres compétences. Et ils ont d'abord peaufiné ça pour faire une équipe offensive, puis ils ont fait ça la même chose sur les joueurs défensifs et ils ont réussi à finalement performer, mais ça n'a pas duré d'ailleurs, pour la petite histoire, puisque très rapidement, toutes les autres écuries ont commencé à faire exactement la même chose qu'avait mis en place le cher Billy Bean, je crois. Et du coup, bah, quelque part, finalement, la concurrence, ou plutôt l'avantage concurrentiel qu'il a eu, a été très éphémère. Et du coup, moi, je me pose une question. Est-ce que finalement, le temps que les autres copient une méthode, ou alors plutôt le temps que tout le monde soit armé avec toute la data d'analyse et compagnie, est-ce que finalement ça ne contribuera pas à rééquilibrer les forces à un moment donné? Ce que je veux dire par là, c'est que bah, tu peux être fort parce que tu analyses très bien les données et il y a des équipes laboratoires en Europe aujourd'hui, telles que Offenheim, des choses comme ça, qui pratiquent vraiment la data pour pouvoir prédire deux fois et analyser leur équipe et les équipes adverses, donc qui arrivent à performer grâce à la data. Mais quelque part, une fois que toutes les équipes ou tous les joueurs ou tous les clubs seront armés finalement de ces données-là et de toutes les technologies d'exploitation, est-ce que finalement on ne va pas arriver à un moment donné où ça va s'équilibrer de toute manière? Non, alors moi déjà le baseball c'est un sport qui est beaucoup plus que tu peux beaucoup plus facilement entre guillemets quantifier parce que c'est un jeu qui est arrêté, c'est un jeu de phase. Et le foot, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, on va dire quantifier du football, c'est beaucoup plus compliqué que quantifier un sport comme le baseball. Aujourd'hui, de la stat, tu peux en avoir. Tous les clubs ont de la stat, que ce soit en interne ou le fait qu'ils fassent appel à des sociétés qui établissent de très bonnes stats. La question, c'est derrière, qu'est-ce que t'en fais? Et c'est là où ça se rééquilibrera jamais, parce que tu as toujours une approche c'est comment tu vas te servir des stats derrière. C'est toujours ça le souci. En fait, ça revient aussi, Mohamed, à une question que j'avais posée à notre ami Didier Solo sur le fait que finalement, ou Jean-Marc Nobilo, sur le fait que finalement, si chacun adapte son style de jeu à l'adversaire, tu vas te retrouver avec deux équipes qui ont adapté leur style de jeu à l'adversaire, mais qui ont finalement
abandonner leur style pour s'adapter à l'adversaire. Mais comme les deux Ouais, et sont c'est Jean-Marc Nobilo qui nous dit ça sur Blabla Foot. c'est ça, quoi. Et au final, si les deux s'adaptent, eh ben, tu n'as plus de match, quoi. Parce que plus personne joue sur ses forces, tout le monde joue sur les forces, les forces ou les faiblesses de l'adversaire. Mais comme chacun s'est adapté, ben, finalement, on se retrouve avec un match stérile, 0-0, match de Ligue 1 du samedi après-midi, du samedi soir. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire. À un moment donné, il faut arrêter avec les stats, faut juste. Moi, je vais te dire une chose. Le meilleur laboratoire en France, c'est de pratiquer ton jeu contre le PSG. Le PSG mettra en évidence tes carences sans avoir besoin de statistiques. À ce moment-là, tu pourras travailler sur tes carences. Mais tu ne crois pas que le PSG utilise des stats quand même? Ils ne devraient pas le faire. Bah, ils le font, puisque tous leurs adversaires, en tout cas en Ligue des Champions, a priori, ils le font plus ou moins. Enfin, c'est plutôt même pas des stats, c'est plutôt de l'analyse de données sur les joueurs, sur le club, sur le schéma, sur l'historique, pour faire des prédictions finalement. Moi, j'ai toujours pensé que si tu es plus fort, tu n'as pas besoin de t'adapter à l'adversaire. Tu imposes ton style. Et c'est l'adversaire qui souffre, tout simplement. Voilà. Et après, effectivement, tu peux prendre une ou deux informations sur les forces et faiblesses de l'adversaire. Mais il ne faut pas devenir des gros psychopathes de la statistique comme on peut être. Comme je vois souvent en Ligue 1, les mecs, c'est des gros psychopathes de la statistique. Ils bloquent les couloirs parce que l'adversaire, sa force, c'est le couloir. Ils mettent un seul attaquant parce que s'ils en mettent deux, ils se déséquilibrent mieux. Enfin, à un moment donné, jouez votre football, quoi, les gars. C'est beaucoup mieux que. C'est vrai, jouez votre football et à la rigueur, ajustez certains trucs. Mais ne faites pas, poussez pas ces choses-là à l'extrême. C'est-à-dire que les données, il faut les utiliser, mais de façon modérée. Ouais, je suis d'accord. Mais même c'est Allegri qui disait ça, c'est que genre tous les matins, les coachs reçoivent, en tout cas lui, il reçoit toutes les datas qu'il peut recevoir en interne. Il dit moi je les ouvre pas, je regarde juste les stats. Ah c'était ça, c'était le lendemain de match. Il dit généralement moi les seuls stats que je regarde 3-4 stats, c'est les duels gagnés ou je sais pas les trucs d'implication ou des trucs qui sont vraiment très parlants. Il regarde 3-4 stats alors qu'il reçoit on va dire 3-4 pages de stats. Ouais. Et lui il me dit après le reste ça me regarde pas, c'est pas mon truc. Et en plus pour aller dans ton sens effectivement, mais lui il reçoit ça. C'est même pas forcément son encadrement qui fournit ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes ou les clubs reçoivent des données, quantité phénoménale de données par des sociétés spécialisées. Il y en a deux que je connais notamment, c'est Optasport, je crois, et Stats. Ouais. C'est souvent des sociétés anglaises qui fournissent justement les grands clubs. Et alors, ce qui est bizarre, du coup, moi aussi, encore une fois, je me pose une question, parce qu'à un moment donné, quand eux, ils travaillent pour tous les clubs, sachant que les clubs sont concurrents, est-ce qu'il n'y a pas finalement une collision d'intérêts lorsqu'ils doivent fournir des données à des concurrents? Et à peu près les mêmes données en plus. Je vois pas, mais je crois pas. Enfin, je vois pas dans quel sens il y aurait parce qu'en fait, collision les stats de Allegri dont tu parlais tout à l'heure, c'est les stats sur son équipe. Bien évidemment que là, il ne peut pas avoir de collision. Mais moi, je te parle de stats, d'analyse, parce que quelque part, on parle de données de masse, là, finalement, sur des historiques de matchs passés. En fait, tout ce qui pourrait te donner un avantage concurrentiel à tes concurrents. Donc, ça va être des analyses de tes propres équipes, de ta propre équipe, bien évidemment, mais aussi sur les équipes adverses. Mais seulement quand c'est la même société qui fournit deux clubs concurrents, je me dis, mais comment est-ce qu'ils font pour ne pas avoir de collision d'intérêts, en fait? Non, moi je pense pas qu'il faille le voir comme ça. Je pense qu'on va prendre juste l'exemple d'Opta, parce que je crois que c'est entre guillemets le meilleur. C'est juste que ils font de la stat sur des choses qui sont visibles, sur des matchs visibles par tous. Donc en l'état, ils vont travailler à fond le match, mettre tout dans un mixeur et faire sortir, je sais pas, 1 million de stats. Et ensuite, après les stats, je crois pas qu'elles soient orientées. Donc a priori, les stats qui émanent des matchs vus sont transmises à telle ou telle équipe. Mais je vois pas. Enfin, Ouais. Bon. Si c'était des stats d'entraînement, je dirais ok, là c'est chaud. Bon, voilà. Et des stats de match officiels que tout le monde peut voir. Bon, pour moi, je vois pas de. Mais parce que on est d'accord que sur les stats, on peut aller très loin. Parce qu'on parle même pas de stats, là, on parle surtout de la data. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eux, ils captent de la data sur des joueurs, sur des équipes. Ça va être l'intensité des courses d'un tel joueur, la manière de courir d'un tel joueur, la courbure de course ou de centre. Ça va être des trucs quand même qui vont aller assez loin. À un moment donné, une fois que tu as ça sur des équipes qui peuvent, ça peut être sur une équipe ou plusieurs équipes, et tu dois les fournir finalement à tes clients. Mais si tes clients sont concurrents, moi je ne sais pas, ça me paraît bizarre. Si tu es le PSG et on te donne des stats sur Manchester United, mais en même temps Manchester United est le client de cette même société, il demande des stats sur tout le monde, y compris sur le PSG. Je vais prendre un autre exemple dans la finance, en finance de marché.
t'as plusieurs organismes qui traitent 1 milliard de données financières de sociétés, cotées, non cotées, bon bref, peu importe, en fonction de leur classification. Voilà, l'info. Ensuite, les fonds les fonds sont libres d'acheter cette info ou pas. Oui. Ah, d'accord. Mais voilà, après, il y a aucun avantage ou désavantage à ce qu'une boîte qui distribue toute cette information financière. D'accord. Voilà, moi je prends cet exemple et je vois pas où est l'avantage ou le Non, mais désavantage. j'ai pigé. Du coup, en fait, c'est une étude globale et puis on le donne Ouais. au plus offrant, en fait, celui qui veut l'acheter. Mais même pas au plus offrant, c'est à tout le monde. C'est-à-dire que moi demain je suis statisticien dans le football. Je vais voir les clubs, je vais vendre mon produit et dire bah voilà pourquoi mes stats sont les meilleurs. Vous achetez pas. Ouais. Maintenant, Ok. Non, mais t'as raison. Tu sais, un jour, on aura une statistique. Voilà, tel joueur s'est couché à 22h30. La dernière fois qu'il s'est couché à 22h30, il a fait un mauvais match. Voilà, un jour, on aura ça comme statistique. Bah, Ah bah ce stat-là, on peut le sortir pour ça existe déjà un petit peu hein, chez les bookmakers, c'est un peu ça. Sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire. Alors Fafa, tu sais, pendant que Boussi qu'on avait perdu nous a rejoint, mais Fafa, tu soulèves encore un point hyper important. Sur ça là, quelque part, justement, les paris sportifs entrent aussi dans la danse. Et là, quelque part, ça devient quand même un peu compliqué. Quand eux aussi rentrent dans la danse pour exploiter les mêmes données qu'un club, un entraîneur ou une équipe peut avoir. Tu vas quantifier un probable résultat et sans rentrer encore une fois dans la théorie du complot, il y en a qui passent des coups de fil aussi pour arranger certains résultats de match par rapport à des paris. Donc bon, ça existe. Hein. Mais arrête, tu vas nous plomber notre. Ah, mais c'est le jour où on va soulever la couverture sur le football, parce qu'a priori le football il n'y a pas trop de scandales. Mais le jour où on va soulever la grosse couverture des machinations, des engrenages, des rouages du foot, je pense qu'on va tous tourner la tête parce que le foot c'est trop bon. Mais je pense que c'est très 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 sale ce qui se passe dans le foot. Mais bon. T'es d'accord avec ça, Alan? Je ne rentrerai pas là. Je sais qu'il y a des témoignages sur certains matchs truqués. Bon, c'est plus dans l'Est, dans des championnats secondaires, et notamment en Belgique. Oui. Effectivement, moi qui suis en Belgique, je sais très bien qu'il y a des matchs truqués, il y en a plein. Il y a une grosse affaire. Est-ce que vous pensez, par exemple, que pour faire la promotion absolue du football, un match comme le PSG Barcelone, le 4-0, plus un match retour avec la remontada, est-ce que vous pensez que ça c'est scénarisé? Non. Non, honnêtement, non. Scénarisé, non, absolument. Non. Enfin, sinon, alors, tu vas me dire scénarisé dans le sens où tu vas me dire Paris. Alors, scénarisé si Paris derrière a une énorme compensation financière. Mais Paris est un club. Mais Paris est un club qui n'a pas besoin d'argent, pas besoin de liquidité. Et quel serait l'intérêt de Paris de se coucher contre quel avantage en fait? Parce qu'on peut forcer la nature. On dit que les choses s'équilibrent parce qu'à un moment donné, non mais je fais ça exprès, je n'en sais rien de ce que je raconte là, mais les choses s'équilibrent un peu comme dans la nature. On peut très bien imaginer qu'on scénarise ça pour faire la grosse promotion du football. Et sincèrement, en tant que fan de foot ou pas, quand tu regardes ce genre de scénario dans un match de foot, tu dis ah ouais, quand même le football c'est universel et c'est le meilleur sport au monde. Ouais. Enfin, je veux dire, toi, ça paraît tellement incroyable. Ouais, je pense que sans aller jusque là, t'as des petites épopées, je sais pas, genre l'Islande, genre des petites équipes en Coupe du Monde. Généralement, une équipe africaine en Coupe du Monde qui arrive à se frayer un chemin, je sais pas, il y a toujours une sympathie pour cette équipe. Voilà, il y a toujours ce petit. Parce que le football aussi permet ça. Le football, on en revient encore, on peut avoir toutes les stats du monde, mais ça n'empêchera pas toujours qu'il y ait une histoire qui s'écrive parce que les stats n'avaient pas prévu ça, ou cette équipe qui arrive à se créer un chemin parmi tous ces gros, les stats c'est pas son problème, elle vient, elle joue comme elle peut et elle arrive à se faire un petit chemin. Donc c'est ça aussi le football, c'est que tu peux avoir toute la donnée du monde, il y a toujours cette incertitude, il te faut juste un joueur pour plomber un match, ou juste un joueur pour faire la diff sur un match. Et oui, c'est vrai. C'est tellement improbable et assez aléatoire le foot. Neymar pour faire la diff et Areola pour te plomber le match. Voilà, par exemple. Non, ce que je veux dire. Mais Neymar, on n'en veut plus à Paris. Si, moi j'en veux encore, moi. Qu'il s'en aille. Ouais. Moi, je suis pas supporter parisien, mais on n'en veut plus. De toute façon, on en parlera de Neymar. Non, mais après, pour revenir, effectivement, pour résumer en une phrase ce que disait Fafa, c'est que finalement, la statistique, elle est venue tuer le côté humain du joueur.
finalement, ou de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on juge un joueur sur des statistiques, on oublie le côté humain, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage. Ouais, je suis d'accord. Vous voulez que je vous donne une stat, un exemple de stat que donnent les sociétés de stats aujourd'hui au club. Ouais. Je l'ai appris, hein, je ne le connaissais pas, hein, franchement. C'est les stats du genre expected Ah, goal. ouais. Et ça, Ouais. c'est pareil. C'est Expected c'est goal. sur quelle planète? Comment tu le quantifies, ça? C'est une statistique par rapport. En fait, de ce que j'ai compris, c'est quand un joueur est dans une position donnée, dans une situation donnée, eh bien, il calcule toutes les fois où un joueur était dans cette même position et le nombre de fois où il a marqué, le nombre de fois où il a raté. Et cette statistique, elle est reprise pour dire si le joueur avait plus de chances de Ouais. marquer ou plus de chances de Ouais. rater. Alors, et oui, ils le font aussi pas que sur des joueurs, ils le font aussi sur carrément une équipe. En fait, c'est vraiment pour de l'analyse, voire de la prédiction, bien évidemment. C'est le nombre de buts qu'un joueur ou une équipe aurait dû marquer, ou encaisser d'ailleurs. Mais après, ça, c'est toujours pareil, c'est selon les probabilités sur une période donnée, qu'il s'agit d'un match ou d'une saison. Mais la statistique, c'est assez dingue. Hein. Sauf que, alors, on va parler d'expected goals sur un match, mais est-ce qu'ils prennent en compte le fait que un expected goal a été transformé? Je n'entends plus. Derrière... Allô, allô? Allô? Moi, je t'entends. D'accord. Je crois que c'est Mohamed qui a disparu. Je pense qu'on a perdu. Ok. C'était... Souci technique. C'est Bousserie là qui est. Ah oui, il est encore là. Merde, je sais plus ce que je disais, du coup, on a été. Ça m'a fait bugger ce truc. Tu parlais des expected goals. Ah, voilà, ok. Donc, oui, merci. C'est des expected goals, on va dire, voilà, c'est de la stat généralement en fin de match ou en prévision d'un match. Mais ça prend. Je suis pas sûr, après, je me suis pas penché sur le fond du truc. Mais est-ce que l'expected goal prend en compte le fait qu'il y a un but marqué? Est-ce que ça change la totalité des expected goals ou pas? Parce que normalement, une stat est remise et retravaillée une fois qu'il y a eu un événement au sein de celle-ci. Puis, tu as raison, après, ça reste. C'est toujours le côté humain est toujours oublié dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'un expected goal, si tu es dans la même situation à la 2e minute ou à la 89e minute, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais oui, c'est vrai. Si tu mènes 3-0, tu as la confiance. Si tu perds 3-0, tu l'as moins. Donc peut-être Allô, les amis? Excusez-moi, je vous avais perdu. Enfin, j'avais mon téléphone. Voilà, on a continué sans toi. Ouais. De toute façon, on arrive au bout là. Ah oui, excusez-moi, je vous ai interrompu. Allez-y. Donc c'est toujours le côté humain qui est laissé de côté. C'est-à-dire que la statistique, ça devient. C'est comme FIFA, quoi, ou PES. C'est-à-dire que le joueur, il est considéré comme une machine. Il n'est plus considéré comme un être humain. Et après un sprint de 80 mètres, c'est plus dur d'aller mettre un but que quand tu es devant le but et que tu marches tout le match. Quoi. C'est ça. Ça, c'est pas pris en compte, ça. C'est pas pris en compte, clairement. Mais, je me souviens, juste après le premier match de l'équipe de France à la Coupe du Monde, où Deschamps, première réunion, il les reprend tous de volée. Oui. Et il lit les stats. Il ressort les stats de tout le monde à peu près. Oui. Et même de Kylian Mbappé, je me rappelle très bien. Voilà. Donc, bon. On en est là aujourd'hui. Merci franchement beaucoup les amis, c'était très instructif, franchement moi j'ai bien aimé, j'ai appris quand même pas mal de choses et Fafa il a jeté 2 pavés dans la mare, il s'est permis, carrément. Il est comme ça lui. C'est mon côté un peu provoque, mais je le pense, c'est pas que de la provoque, je le pense. D'accord, ok. En tout cas arrête de critiquer Cavani. Ça après c'est les goûts et les couleurs, hein, tu sais. Ouais. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Merci beaucoup et de toute façon on se retrouve. Pour le coup c'est pas vraiment le joueur. Oui, vas-y. C'est pas vraiment le joueur qui pose problème, c'est le profil au sein de l'équipe. Voilà. Oui, parce que le joueur j'ai rien contre au final. C'est un très grand joueur mais. Ouais, mais arrêtez de toucher à mon Cavani, vous n'avez pas le droit. C'est le mien celui-là. Et si vous en voulez pas, donnez-le nous. Nous on le prend à Marseille. C'est un peu comme les Madrilènes qui critiquaient Benzema, mais au final Benzema avait le profil pour jouer avec le Real de Ronaldo. Voilà. Ouais, fallait le bousculer pas mal jusqu'à ce qu'il. Ouais. C'est ça, qui se déclare, ouais. Mais bon. Et après, vous connaissez mon avis sur Benzema. Moi, je suis toujours pas convaincu par lui, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, d'accord. Voilà, tu vois. Tu vois voilà. Ouais, bon. Chacun a son avis sur. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Les amis, là, on se retrouve la semaine prochaine pour Radio Libre lundi. Bon, ça, c'est rituel, c'est pas pareil. On en reparle de Neymar en fin de semaine prochaine et on parle de la VAR. Alors, gros focus sur la VAR en milieu de semaine prochaine. N'hésitez pas à venir, partager l'information autour de vous. C'était super génial. Il y avait quand même pas mal d'auditeurs. C'était très quantitatif
votre truc et qualitatif aussi, Ah. tout ce que vous avez dit. Et merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Super. Merci Mohamed. Merci à beaucoup. tous. Salut. Au revoir. Allez, salut les amis, bonne soirée.